C'est l'actualité qui agite la planète crypto. Binance vient de se faire condamner, une sanction record, Binance US, pour non-respect des procédures anti-blanchiment. Céline, est-ce qu'on doit s'inquiéter en France? Est-ce que les PSAN français doivent s'inquiéter? Alors, bonjour à tous. Je ne sais pas si les PSAN français doivent s'inquiéter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les PSAN français sont régulés. Ce qui n'était pas le cas de Binance. Ce qui n'était pas le cas de Binance. Aux États-Unis, Binance France est enregistré comme PSAN auprès de l'autorité des marchés financiers. Alors, ça veut dire quoi? Être enregistré comme PSAN auprès de l'autorité des marchés financiers, eh bien, ça veut dire que dans la petite centaine de PSAN en France que nous connaissons auprès de l'autorité des marchés financiers, eh bien, ce sont des acteurs qui ont passé le test de l'AMF et qui ont aussi passé le test de l'autre autorité de régulation financière, l'ACPR. Ils ont donc transmis à l'autorité des marchés financiers une multitude d'informations sur l'honorabilité des dirigeants, sur la formation des équipes, sur des procédures internes concernant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ils ont également des process très stricts concernant le gel des avoirs, concernant la dénonciation à Tracfin, etc., etc., etc. En gros, les acteurs enregistrés comme PSAN en France par le régulateur, eh bien, sont conformes à la réglementation française et vont être conformes dès demain à la réglementation européenne qui arrive. Vous avez peut-être entendu parler du règlement européen MiCA. Eh bien, sachez qu'en France, nous n'avons pas attendu ce règlement européen pour enregistrer des acteurs et les soumettre à un cadre très strict. Et nous allons passer d'ailleurs au 1er janvier du PSAN V1 au PSAN V2, un PSAN renforcé avec des obligations encore plus lourdes concernant notamment les questions de cybersécurité. Mais ce qui me permet également donc de revenir vers toi et de dire, allez, dans l'hypothèse où un PSAN eh bien, serait soumis à une procédure collective, comment toi tu vas organiser ta pratique et quelles sont les conséquences que tu peux voir dans le cadre de ton exercice professionnel si demain eh bien, le tribunal te demande de t'occuper d'un PSAN qui bascule eh bien, en procédure collective? Oui, alors en effet, même si un PSAN a mis en place des procédures qui sont tout à fait robustes du point de vue de la réglementation, il peut se retrouver confronté à des difficultés économiques dues à une crise de marché, par exemple, ou à une crise de la confiance des déposants. À ce moment-là, la première question qui va se poser comme administrateur, c'est comment je préserve l'activité de mon administré, comment je fais en sorte que les choses se déroulent le plus normalement possible pour qu'il puisse continuer à servir les prestations promises à ses clients. Là, il va y avoir un écueil tout de suite. C'est comment est-ce qu'on va qualifier les sommes qu'il détient pour le compte de ses mandants. Deux qualifications possibles, et sans surprise, je préférerais la deuxième. Première qualification possible, dire que c'est une créance. Ça, c'est dramatique parce que ça va geler la situation. On demandera à tous les clients de déclarer leurs créances. Et vous savez comment ça se passe dans ces cas-là. Le client ne peut pas retirer librement son argent. Il doit attendre la fin de la procédure. Il doit attendre d'être remboursé, dans le meilleur des cas, sur plusieurs années. Dans le pire des cas, selon un ordre des répartitions, ou peut-être il arrivera en dernier. Donc c'est certainement l'analyse qu'on va éviter à tout prix parce qu'elle est létale pour le modèle économique. Deuxième analyse possible. C'est pas que de l'opportunisme. Il faut que ce soit bien sûr confirmé par des éléments juridiques, le contrat ou l'inscription en comptabilité des sommes dont il est question. Deuxième analyse donc, dire en fait ces sommes, c'est bien la propriété des déposants. Et le PSAN n'en est que le mandataire. Ce qui est le cas, hein. Dans le PSAN, il y a bien mandataire comme notion. Donc c'est un dépôt qui continue à appartenir au client et le PSAN poursuit naturellement son contrat de prestation, doit servir les dividendes éventuellement, doit laisser le client librement déposer, remettre, etc. Donc c'est sans doute cette approche qu'on privilégiera. D'accord. Et alors si on continue cette analyse, donc tu peux être, on va dire, mandaté, toi pour gérer à la place du dirigeant eh bien, la société qui est placée sous couvert de justice. Et donc finalement, tu pourrais également te retrouver également en face d'un PSAN. Et je prends l'hypothèse où mon PSAN vit
tranquillement, d'accord, et dans le cadre de sa vérification, dans le cadre de sa lutte contre le blanchiment, eh bien, met des contrôles réguliers aussi concernant ses propres clients. Et il se peut que dans la clientèle des PSAN, on retrouve des sociétés, eh bien, placées en redressement ou en liquidation judiciaire. Comment toi, dans ces cas-là, tu peux également, on va dire, interagir avec le PSAN? Absolument. Alors là, c'est l'hypothèse inverse. Le PSAN va devoir analyser cette situation à l'aune de son système classique d'identification des risques. Il est soumis à une vigilance constante. Donc, tout élément significatif qui impacte la situation de son client, il doit en connaître et le traiter de manière pertinente. Si son client est soumis à un stress économique qui résulte de difficultés qui ont conduit à l'ouverture d'une procédure, c'est une information à traiter. Ça veut dire qu'on peut avoir un client plus exigeant, plus volatile, qui pourra peut-être prendre plus de risques. Dans l'autre sens, le PSAN sait que son client va être soumis à un ensemble de garde-fous, ou au contraire, il n'aura pas l'interlocuteur qui est seulement le client, mais il en aura d'autres qui vont se rajouter, qui sont l'administrateur, qui peut être chargé par le tribunal d'une mission d'assistance ou carrément parfois de représentation, et qui remplace le dirigeant. C'est rare, mais ça arrive. Il aura à compter également avec l'avis du tribunal, avec l'avis du mandataire qui représente l'intérêt des créanciers. Ça veut dire que le client en procédure collective ne pourra peut-être pas librement retirer tous ses actifs, par exemple, s'il représente une partie significative de son patrimoine. Il devra aller chercher une autorisation du juge commissaire, voire du tribunal, avant de pouvoir le faire. Donc le PSAN va devoir intégrer dans son process l'empilement de ces autorisations ou des avis consultatifs que les uns et les autres devront donner sur telle ou telle opération qu'on lui demandera. Et on en arrive à la question la plus importante, parce que c'est du concret, qui détiendra les codes ? Exactement, c'est tout l'enjeu d'ailleurs, que ce soit côté PSAN ou côté, on va dire, société, représentant de la société, accompagnant de la société, c'est qu'à un moment donné, finalement, comme on l'a dit depuis maintenant quelques années, celui qui véritablement a la main sur les cryptoactifs, c'est celui qui détient finalement le code d'accès du wallet. Et là, on voit que finalement, les choses ne sont pas encore très très claires, notamment du côté de nous, professions réglementées, puisque la question de « je détiens finalement la clé du wallet de mon client, de la société qui est placée sous main de justice », ce sont des sujets qui ne sont pas encore complètement résolus. Tout n'est pas encore très clair. Et alors là, à nouveau, on va se retrouver au carrefour de multiples questions. Comme administrateur judiciaire, ma première tâche est de mettre en sécurité les actifs de mon administré. J'aurais donc naturellement tendance à vouloir mettre la main, un peu comme une main de justice, sur ces codes pour être sûr qu'ils n'échappent pas à la procédure et qu'ils sont gérés dans de bonnes conditions. Mais ce faisant, de quelle manière j'interviens ? Suis-je le mandataire de mon administré ? Et à ce moment-là, j'agis comme un PSAN alors que je ne suis pas réglementé PSAN ? Ou suis-je le mandat transparent où je remplace le dirigeant à la place du dirigeant et je détiens les codes et je mouvemente potentiellement les cryptoactifs, comme le fait le dirigeant lui-même de telle ou telle entreprise qui est libre de le faire. Cette question aujourd'hui n'est pas résolue. Donc on le voit finalement au travers de cette actualité de Binance, qui est pour nous un moyen d'aborder justement la question de la réglementation des PSAN en France, demain en Europe, mais aussi de la manière dont finalement nous, acteurs du droit, auxiliaires de justice, etc., on intervient et on se pose également des dizaines de questions qui à ce jour n'ont pas fait, on va dire, l'objet, non pas d'une grande analyse, mais en tout cas on n'a pas encore des réponses très claires. Donc tout reste encore à construire et on en est sûr, plus l'actualité va aller dans un sens ou dans un autre, à savoir soit l'émergence de ce marché des cryptoactifs, soit également ce que nous on peut appeler des mauvaises nouvelles entre guillemets, dans le sens où on sait que le grand public finalement n'aime pas ces images de sociétés condamnées, de dirigeants condamnés. En tout cas, ça nous sert également pour construire notre propre modèle et notre propre grille de lecture de textes qui sont encore un petit peu opaques.